Qui se souvient des cassettes VHS? C'est un format de cassette vidéo qui était très populaire dans les années 80 et 90. La cassette VHS était utilisée pour enregistrer et regarder des films ou des émissions de télé à la maison. Elle était insérée dans un magnétoscope, une machine qui permettait de lire et d'enregistrer sur la cassette. Ces cassettes-là étaient assez grandes et épaisses et elles pouvaient contenir plusieurs heures d'enregistrement. Les cassettes VHS étaient très populaires avant l'arrivée des DVD et des disques Blu-ray. Et je me souviens que quand j'étais petit, je regardais en boucle une VHS en particulier. J'étais un peu comme addict à ça. Et ça, c'était Spider-Man 1. Je rappelle que ce film est sorti 1 an après le tragique accident aux États-Unis. Je vais éviter de trop en dévoiler ou en parler, mais ce film a énormément fait du bien aux Américains. Ils avaient besoin de ça. Surtout qu'à la base, le film devait mettre en scène les fameuses tours et ça devait être une partie de la fin du film très importante. Mais évidemment, les scénaristes ont changé la fin du film pour finalement nous pondre le dilemme entre sauver MJ ou sauver la classe d'enfants. Mais passons, j'avais très vite enchaîné avec Spider-Man 2 en DVD cette fois-ci. C'était des films excellents encore aujourd'hui, et même si certains effets peuvent paraître dépassés, ces deux films sont bien plaisants à regarder. Il faut savoir que ces films-là étaient extrêmement attendus. Les gens étaient complètement fous à la sortie des films. On se souvient tous de la scène iconique de la trilogie qu'est le combat dans le train. Tout est épique dans cette scène, que ce soit la chorégraphie, la musique, la tension et l'enjeu. De manière générale, ce film montre la descente de la double vie entre Peter et Spider-Man. Mener une double vie est souvent compliqué, et surtout pour Peter qui a énormément de responsabilités, et à force de vouloir tout réussir, finit par tout rater. Il n'arrive pas à suivre les cours, il n'arrive pas à être présent pour sa petite amie, il n'arrive pas à aider financièrement sa tante car il est déjà lui-même au plus bas, il n'arrive pas à garder son job. Côté Spider-Man, il commence peu à peu à perdre ses pouvoirs, il se sent dépassé par ses responsabilités en tant que Spider-Man, et par les difficultés de sa vie personnelle. Il commence à douter de lui-même et de ses capacités. Cela se traduit par une perte de confiance en soi, ce qui entraîne une perte de ses pouvoirs. En perdant ses pouvoirs, Peter Parker doit faire face à la réalité de sa vie en tant que Peter, et non plus Spider-Man. Il doit apprendre à faire face à ses problèmes, ce qui lui permettra d'aller mieux et donc de récupérer ses pouvoirs. On le voit notamment dans toutes ces scènes où il va en cours, fait ses devoirs, a le temps d'aller voir MJ. Aussi dans cette scène, il se met complètement en danger pour sauver un enfant coincé dans un immeuble. Il pense même pas que ça peut être dangereux pour lui. Il se dit juste qu'il doit le faire. C'est pourquoi il ne doute pas un seul instant et fonce dans l'immeuble incendié. On le voit sortir mal en point, donnant l'enfant à ses parents et repartir, sans attendre une quelconque gloire ou des remerciements. C'est à partir de là que Peter va mieux. Et c'est aussi pour ça que le combat dans le train est le meilleur combat de la trilogie. Il doit sauver MJ, et après toutes ces galères, après tout ce qu'il a traversé, il est plus motivé que jamais. La PSP. Oui, la transition est brutale, mais vous allez comprendre. Si vous avez vu ma première vidéo, vous savez que je suis novice des jeux solo, et que je les ai découverts assez tard. Et donc pendant que les gens s'amusent à jouer à Spider-Man 2 ou Spider-Man 3 sur console, moi je joue à Dofus car je ne connaissais pas l'existence de ce jeu. D'ailleurs petit aparté, il y a aussi 5 autres jeux qui sont sortis entre 2005 et 2011, mais je ne vais pas vous en parler car de 1, ils ne suivent pas les films, donc je n'y ai pas trop joué, de plus c'est des jeux ok tiers, édités par Activision. Bref. Et quand j'ai vu la jaquette de ce jeu dans un Micromania, j'ai supplié mes parents de m'acheter le jeu. Et ils m'ont dit non. Évidemment qu'ils m'ont dit oui, et le chemin du retour dans la voiture était super long. J'avais tellement hâte de rentrer jouer à Spider-Man 3 sur PSP, pouvoir me balader d'immeuble en immeuble, tabasser des vilains et surtout pouvoir utiliser le symbiote et devenir Spider-Man noir. J'ai saigné ce jeu. Je trouvais le jeu super réaliste et la sensation de balancement était folle.
Si j'avais su que 10 ans plus tard j'allais jouer à ce jeu, avec une réelle sensation de balancement et de vrai graphisme, j'aurais jamais cru. Pour l'histoire du jeu, elle reprend celle du film. Et ce film a pas mal divisé les gens. On y voit un film un peu plus sombre, traitant toujours un combat entre l'humain derrière Spider-Man et son côté sombre, qui fait ressortir ses mauvais côtés, notamment la vengeance. On y voit un Peter beaucoup plus agressif et sauvage, des états que l'on évite au quotidien, car ça peut nous pousser à dire ou faire n'importe quoi. Et quand on franchit la ligne, les répercussions peuvent être graves. A l'instar de Spider-Man 2 où l'on voit un Spider-Man au plus bas mentalement, ici c'est l'inverse, mais du mauvais côté. Comme j'ai dit, le film a pas mal divisé les gens, principalement car l'histoire paraissait trop complexe ou désordonnée. L'intrigue avec Venom n'était pas assez poussée et carrément pas du tout fidèle aux comics. De plus, certaines personnes ont trouvé que le film avait trop d'humour et qu'il était trop léger dans son traitement de certains sujets sérieux. D'autres ont peut-être trouvé que le film était trop sombre et trop dramatique, en particulier dans ses scènes de combat. À titre personnel, j'ai bien aimé ce film. Et Spider-Man 2 restera pour moi le meilleur film de la trilogie de Sam Raimi. Et le jeu alors? L'histoire du jeu reprenait celle du film, en plus d'ajouter le lézard et quelques quêtes annexes. Le jeu était beau pour l'époque sur PSP, et surtout on pouvait utiliser le symbiote pour devenir Spider-Man noir, et ça c'était la classe. Il y avait quelques quêtes annexes comme arrêter les cambrioleurs, les gangs, ou amener des personnes qui venaient de se faire agresser à l'hôpital. Et il y avait des historiques que vous avez sûrement ratés, notamment celui-ci, où vous pouvez rentrer dans le manoir Osborn, et le fameux miroir où se cache la planque du bouffon vert. J'ai eu ce jeu assez tard, je crois que c'était en 2008. Malheureusement le problème de joystick arriva très vite sur la PSP et je ne pouvais plus jouer comme je le voulais. Je rappelle que, entre temps, je découvre Dofus, League of Legends et Minecraft, je passe donc à côté de tout ce qui est E3, donc le plus gros salon du jeu vidéo au monde, et les sorties de jeux vidéo solo. Ce qui nous amène à Noël 2012, où j'ai reçu The Amazing Spider-Man sur Xbox. Je me rappelle avoir vu le film durant l'été, et j'étais comme un fou car je ne connaissais pas l'existence de ce jeu. Et comme les précédents jeux, il reprend l'histoire du film qui est un reboot de la saga Spider-Man. En fait, Sam Raimi, le réalisateur des précédents films, était un peu saoulé de plus avoir son mot à dire sur les films. Il voulait mettre le vautour, Black Cat et introduire d'autres personnages, mais Sony voyait les choses autrement. Donc Spider-Man 4 qui était en écriture, avait un storyboard déjà fait et un script quasi fini, est abandonné pour donner profit à une nouvelle saga, inspirée des comics du même nom, The Amazing Spider-Man. Et pour la petite anecdote, un jeu Spider-Man 4 était déjà en production et on a trouvé des archives du jeu, où il était pas mal avancé, mais forcément le jeu fut aussi abandonné. Ils ont donc à la réal du nouveau film Mark Webb. En acteur principal, le célèbre Andrew Garfield, alias l'ancien coloc de Robert Pattinson, qui joue actuellement Batman, et Charlie Cox qui joue actuellement Daredevil. Le storytelling est déjà fou. En 2012, le film sort et re-raconte l'histoire d'un mec qui se fait mordre par une araignée, mais cette fois-ci le méchant est le lézard, et ça, en fait ça change rien. Alors oui, on y voit Gwen Stacy, non pas MJ, et l'histoire est un peu différente. C'est un film que j'ai bien aimé, surtout les phases de balancement, et particulièrement l'humour de ce Spider-Man. Oh, c'est un vrai couteau. Ouais, c'est un vrai couteau. C'est mon point faible, les petits couteaux. Le jeu d'acteur de Andrew est impressionnant, comme à son habitude, et le film a été plutôt bien reçu. Mais qu'en est-il du jeu ? Moi je commençais déjà à me rappeler des sensations de Spider-Man 3, et qu'en 5 ans il a dû avoir une évolution de dingue. Alors certes le jeu est ok, l'histoire est un peu originale, mais rien d'exaltant, car elle se passe après les événements du film. Par contre le système de balancement, faut qu'on en parle. Déjà t'as l'impression de te balancer sur la lune, c'est quoi cette gravité de balancement là ? Et puis les toiles qui s'accrochent au nuage viennent vraiment casser l'immersion du titre. Mais à cette époque là je m'en foutais, je voulais juste jouer le tisseur de toiles, combattre des méchants et débloquer de nouveaux costumes. L'histoire prend place après le film de The Amazing Spider-Man 1.
Pour une fois, c'est quelque chose d'assez original, je trouve, même si ça reste une histoire classique et assez courte. Pour rappel, le film prend place lorsque Peter devient Spider-Man, arrête le Lézard, qui était un employé chez Oscorp et un ami à son père, et en fait c'est tout. Grosso modo, c'est ça pour le film. Le jeu se passe après tout ça, lorsque Peter et Gwen travaillent ensemble pour découvrir pourquoi Oscorp continue de bosser sur ce projet de créature mutante qui a malheureusement transformé le Dr Connors en lézard. Peter doit créer un antidote pour sauver tout le monde, et en fait, ça reprend littéralement l'histoire du film. Quelqu'un fait une expérience interdite, il y a des monstres mutants de partout, faut créer un antidote, Spider-Man sauve la ville. Les missions annexes sont d'une répétitivité, ça se demandait si c'est pas un stagiaire qui était occupé à les créer et mettre dans le jeu. Il y a des gens sur cette planète qui comparent ce jeu à Batman Arkham Asylum ou Arkham City. Je trouve ça tellement insultant pour la licence Batman. Mais comme j'ai dit à cette époque, moi je m'en foutais, je jouais mon Spider-Man et j'étais content, malgré le fait que j'étais conscient que le jeu était moins bon que Batman. Et 2 ans plus tard, même scénario. En 2014, on a le droit à ce film au cinéma. Et je suis dégoûté qu'il n'y ait pas eu de suite. Le film prend un ton tellement plus mature que le premier. On est là face à l'impuissance d'un ado qui essaie de se lancer dans la vie active, qui essaie de renouer contact avec la femme qu'il aime, qui doit continuer son job de Spider-Man non rémunéré, et qui n'arrive tout simplement pas à tout faire en même temps. On sent un peu l'inspiration de Spider-Man 2. Et on sent aussi qu'il est à bout par moments, mais qu'il a des devoirs à accomplir. Il y a aussi la scène la plus tragique d'un film Spider-Man. Cette fin qui n'arrive pas dans les films de super-héros. Cette fin qui est toujours évitée par un miracle ou un élément scénaristique. Mais pas dans ce film. Stay with me. La mort de Gwen Stacy. Pendant toute la durée de la scène, on retient notre souffle, en espérant que Peter arrive à rattraper Gwen et la sauver de cette chute mortelle. Mais il n'y a pas toujours de happy end pour les héros. Et forcément, dans la même année sort ce jeu. Parce que les éditeurs ont compris qu'ils pouvaient se faire plus d'argent en surfant sur la vague du film. Et je savais pas que c'était possible de rater une suite, de faire moins bien que ce qui était déjà présent. Alors l'histoire se passe après les événements du film. On suit l'histoire de l'autre symbiote, presque aussi connu que Venom, qui est Carnage. L'histoire est ok tiers, mais le plus gros problème est que tu prends des mécaniques de ton jeu, et au lieu de les améliorer ou à la limite de les laisser telles quelles, tu les dégrades. Le deuxième jeu avait une histoire moins intéressante que le premier, les missions secondaires étaient moins variées, les combats étaient également moins fluides, les graphismes semblaient moins impressionnants, et la musique est littéralement la même. Comme ça on se fait pas trop chier et ça revient moins cher. Vraiment, Activision n'en avait rien à foutre, c'est incroyable. Et puis 2014, plus rien. Aucun jeu Spider-Man n'était prévu. D'autant plus que les films n'ont pas atteint le milliard de bénéfices, mais seulement 780 millions. Donc aucune suite du film n'allait sortir et par la même occasion, aucune chance de voir un jeu The Amazing Spider-Man 3. Alors Sony prend une sage décision. Celle de confier à Insomniac Games un reboot des jeux de l'araignée. On passe donc d'Activision, qui ont fait les gros Call of Duty, à un studio qui est connu pour Ratchet & Clank, et un jeu sur un petit dragon nommé Spyro. Les fans étaient un peu surpris de voir un jeu Spider-Man confié à ce studio, mais après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas donner sa chance à un studio qui a déjà prouvé par le passé qu'il est capable de grandes choses? Mais d'un coup, en 2016, tout s'accélère pour le tisseur. Le 10 mars 2016 sort une bande-annonce pour le film promotionnel de Captain America Civil War, et on y voit ça. Salut tout le monde. Le film sort un mois et demi après. Fin avril 2016, on y découvre Spider-Man avec une apparition à l'écran d'environ 30 minutes, son intégration dans l'univers Marvel, et on officialise donc sa venue dans les prochaines productions de Marvel. Et seulement 2 mois après, durant l'E3, le plus grand salon de jeux vidéo au monde à Los Angeles, PlayStation arrive avec ce trailer.
les gens étaient devenus complètement fous de hype. Sortie prévue en 2018, mais en attendant, on peut se reposer sur le trailer du premier film de Spider-Man dans le MCU sorti fin 2016. On découvre un Iron Man mentor qui aide Peter Parker à devenir un meilleur super-héros en lui donnant des outils comme son costume bourré de technologie et divers conseils. Le film prend place durant les études de Peter, un garçon très discret qui essaie de se faire une place dans l'école. À côté de ça, il gère aussi sa vie de super-héros de Spider-Man. Il devra faire face au vautour, un ennemi jamais vu à l'écran jusqu'à maintenant. Le film était bon, mais il manquait de scènes emblématiques, notamment les scènes de voltige absentes du film et un scénario très basique par rapport aux autres films. Tom Holland est excellent dans son rôle et voir Iron Man à ses côtés donne un petit côté rassurant, montrant que Peter est pris par la main mais arrive finalement à se démarquer de par lui-même. Le film sort en juillet 2017 et 5 mois plus tard, le trailer d'un énorme banger qui allait sortir l'année d'après. Un film que vous devez sûrement connaître. Un film d'animation Spider-Man, une première, du moins au cinéma. Et au lieu de parler une énième fois des origines du héros, ici on vient parler de l'histoire d'un autre garçon qui n'est pas Peter Parker, mais qui fait partie du Spider-Verse. Le Spider-Verse est un concept de l'univers Marvel qui implique l'existence de plusieurs versions différentes de Spider-Man dans différents univers parallèles. Ça signifie qu'il y a plusieurs personnages qui portent le costume de Spider-Man, chacun avec ses propres origines, pouvoirs et histoires. Ce jeune homme s'appelle Miles Morales, et il va connaître le même sort que Peter, se faire mordre par une araignée radioactive qui va lui donner ses pouvoirs. Il rencontre également d'autres versions de Spider-Man de différents univers, et ils doivent travailler ensemble pour sauver leur monde. Ce film est un chef-d'œuvre, que ce soit au niveau de l'image, avec des jeux de couleurs et de styles graphiques uniques, mais qui matchent bien ensemble. Les réalisateurs ont utilisé une technique de rendu de ligne qui donne l'impression que le film est une bande dessinée animée à l'écran. Cela crée une esthétique unique et très stylisée qui est tout simplement époustouflante à regarder. Le film utilise une palette de couleurs vibrantes et une animation fluide pour donner vie à l'univers de Spider-Man. Les scènes d'action sont également très bien chorégraphiées et permettent de suivre facilement le mouvement des différents personnages à l'écran. Pour l'histoire qui peut paraître cliché avec tous ces univers alternatifs et les dangers des temporalités, elle reste cependant bien écrite et émouvante avec des moments d'action palpitants et des moments plus intimes qui permettent d'explorer la personnalité de chaque personnage. Les personnages sont très bien interprétés et ont tous des arcs de caractère intéressants qui permettent de montrer une facette différente de ce qu'est un Spider-Man. Quant aux musiques, vous avez déjà tous entendu ce son. Elles sont mémorables, marquent bien les moments importants du film et nous immergent dans cet univers. En fait, Spider-Man Into the Spider-Verse est un film d'animation brillant qui a su réinventer l'univers de Spider-Man de manière créative et originale. Et je vous conseille très fortement de voir ce film, ne serait-ce que pour la beauté des musiques et de l'animation. Mais ce film sort en décembre 2018, c'est-à-dire que Marvel Spider-Man sur PS4 est sorti depuis déjà 3 mois. Ce jeu était si attendu par les fans. Enfin on allait avoir un jeu Spider-Man, ça faisait 4 ans que les gens n'avaient pas eu de nouveau jeu du tisseur. Et il y a tellement à dire sur ce jeu, c'est le jeu que les fans attendaient depuis le début. On va commencer par le gameplay, c'est super fluide. Que ce soit la manière de se déplacer, les balancements et surtout les balancements. C'est vraiment une sensation incroyable quand on y joue pour la première fois. On n'a qu'une envie, c'est de se balader sur une reproduction fidèle à celle de New York. Non mais regardez-moi ça, la map est gigantesque, vous pouvez littéralement découvrir New York avec ce jeu. Les bâtiments et les monuments sont fidèles à leur reproduction. Pour ce qui est des combats, ils sont à l'image d'un Batman Arkham. Très fluide avec un système d'esquive, de combos, de toiles et de figures aériennes. C'est un peu plus arcade que Batman uniquement dans le visuel, mais c'est très gratifiant de réussir à placer son combo, esquiver chaque attaque et finir par un finisher. On a vraiment l'impression d'être surpuissant face aux ennemis. On se bat forcément de différentes manières et on ne spamme pas la touche carré pour se battre. Les combats de boss sont mémorables, que ce soit dans les quêtes secondaires comme le Shocker, mais aussi et surtout la quête principale avec Mister Negative ou le boss final. En fait, on a essayé un vrai film interactif, qui parfois s'inspire de différents Spider-Man qui sont sortis, mais aussi des films pour la partie scénaristique et évidemment des comics. On a des costumes des films, des comics et ceux du studio,
qui ont leur propre vision de l'araignée. Le jeu est bourré de références à tout va, c'est impressionnant la quantité qui a été faite là-dessus. Et univers Marvel oblige, à la fin du jeu, on a donc plusieurs scènes post-génériques, dont une qui montre que Miles Morales obtient ses pouvoirs. Parce que oui, Miles Morales est dans le jeu. Mais avant de revoir la suite de Spidey en jeu, on l'aperçoit un peu plus tôt dans l'année, en mai 2018, dans Infinity War, aux côtés de son mentor Iron Man. Donc si vous avez bien suivi, mai 2018, courte apparition dans Infinity War. Septembre 2018, Spider-Man PS4 sort, et décembre 2018, le film d'animation. Pour la suite, c'est un premier trailer en janvier 2019 qui, à mon sens, vient gâcher la surprise de Endgame, même si on s'en doutait que Peter n'allait pas mourir. Donc, avril 2019, retour à l'écran dans Endgame, et 2 semaines après la sortie de Endgame, le vrai trailer du film Spider-Man sort, datant une sortie à juillet 2019, et vous allez comprendre pourquoi. En effet, suite à la mort de Tony Stark, ce film est censé nous montrer la passation de l'héritage de Tony Stark à notre ami Spider. Et l'enjeu est de savoir s'il est à la hauteur, comment va-t-il surmonter ce deuil, et aussi sa relation avec MJ qui évolue et qui pourrait la mettre en danger à cause de l'identité de Spider-Man. On le rappelle que c'est un ado qui doit reprendre la tête des Avengers. La pression est énorme. Même en vacances, il n'a pas le temps de se reposer. Il doit faire face à différentes menaces. Nick Fury est là pour lui rappeler qu'il doit prendre ses responsabilités au sérieux. Et j'ai beaucoup aimé ce film, qui explore d'autres côtés de Spider-Man qu'on ne voit pas habituellement à l'écran. Et les effets spéciaux sont d'une beauté, notamment toute cette séquence où Spider-Man est bloqué dans l'illusion de Mysterio. Un méchant qu'on voit pour la première fois à l'écran. Et là, vous voyez un schéma qui se répète un peu. Une annonce en fin d'année, parfois en janvier, une sortie 5 mois après, et puis plus rien. Du côté de Marvel, qui laisse la place aux films d'animation ou aux jeux. Et dans ce cas, c'est en juin 2020, donc un an sans nouvelle annonce du teaser, que PlayStation arrive avec ça. Le spin-off de Spider-Man PS4, Spider-Man Miles Morales. Globalement, c'est comme le jeu Spider-Man PS4, mais avec l'histoire de Miles. La map reste toujours New York, mais cette fois-ci enneigée, et niveau scénario, ça reste bien écrit. On y découvre un Miles s'entraînant avec Peter, enchaînant les bourdes mais essayant de bien faire. On découvre un peu ce côté mentor qu'on voit dans les films Marvel, surtout que dans ce jeu, Peter part en vacances et laisse Miles s'occuper de la ville. On y découvre plusieurs thèmes abordés, comme des questions sociales, l'héritage d'être un Spider-Man et évidemment l'identité. Comment jongler entre étudiants, héros et amis et famille. Le jeu sort le 12 novembre 2020, en pleine période hivernale, comme dans le jeu. Puis, silence radio. Jusque là, on avait au moins quelque chose entre 4 à 5 mois, mais là, on ne sait rien. Pas de suite annoncée pour l'instant au niveau des films, surtout avec la phase 4 qui a été enclenchée côté Marvel. Au niveau des jeux, les 2 jeux Spider-Man sont sortis, mais pas de nouveautés non plus. Durant 9 mois, on n'aura pas la moindre info sur un jeu, sur un film Marvel ou un film d'animation. Puis en août, tout s'accélère. Trailer du tant attendu Spider-Man 3 chez Marvel avec Tom Holland. Premier trailer du jeu Spider-Man 2 avec Peter et Miles contre Venom et Kraven en méchants principaux.
et le 5 décembre, un premier aperçu de la suite du film d'animation Spider-Man avec Miles Morales. S'il y avait une période où la hype autour de Spider était à son paroxysme, c'était fin d'année 2021. D'autant plus que pour le film Marvel qui sortait en milieu décembre, il y avait une rumeur comme quoi on verrait les 3 Spider-Man des films réunis. Donc Tom Holland, l'acteur actuel de Spider-Man, Andrew Garfield des films The Amazing Spider-Man, évidemment l'authentique Tobey Maguire des premiers films avec Sam Raimi. Chacun allant de sa petite théorie prouvant qu'il serait bien présent dans le film. Et finalement, le 15 décembre était la date de sortie de ce film tant attendu. J'avais été avec des amis et la salle était pleine. Ce film est un film fanservice. Il n'est pas là pour réellement faire avancer l'histoire du MCU, et tout tourne autour de la surprise de voir les guests tant attendus, notamment Daredevil et les 2 anciens Spider-Man. La salle était en feu à chaque apparition. Et le combat de fin est purement du fanservice. Notamment cette scène avec Andrew qui sauve MJ d'une chute mortelle, qui nous rappelle évidemment la façon dont il n'a pas réussi à sauver sa copine Gwen. La boucle est bouclée. La discussion entre Peter et Otto Octavius, celle entre Peter et Electro. La scène de voltige finale est très sympa aussi, montrant un nouveau départ de notre Peter, mais surtout, la chose la plus importante, le Spider-Verse du MCU. Avec ce film, on officialise le Spider-Verse avec l'avenue des anciens acteurs, chose que certains films essaient de reproduire sans trop de succès. L'attente va être encore plus longue, car là on n'aura plus rien pendant un très long moment jusqu'au 31 mai 2023. En réalité, on a eu des nouvelles du jeu Spider-Man 2, avec un Peter Parker en symbiote beaucoup plus froid, et un Miles plus expérimenté. Mais la sortie du jeu étant prévue en octobre, je ne vais pas en parler ici. Par contre, je vais vous parler du film Spider-Man qui a marqué les esprits de tout le monde en 2023. Spider-Man Across the Spider-Verse. Et maintenant, accrochez-vous. J'espère que vous avez vu ce film, parce qu'il est une leçon sur quasiment tous les plans. Que ce soit la musique, l'image, le scénario et les thèmes abordés. Je n'ai pas trop développé le premier film, puisque globalement on y retrouve pas mal de caractéristiques scénaristiques des anciens films Spider-Man. Notamment le fait de découvrir qui on est, l'acceptation de soi, mener une double vie. Ici on dépasse ce cadre, presque pour la première fois, à l'écran, pour un Spider-Man. Et c'est Miles qui va donner une leçon à tout le monde. Le film s'ouvre sur Spider-Gwen, qui raconte l'histoire de Miles Morales. On pourrait croire qu'elle serait la protagoniste principale de ce film. Alors pourquoi parler de Miles en premier et non de sa propre histoire? La scène d'intro se finit sur Gwen qui joue de la batterie et qui part en solo. Le groupe de musique qui est avec elle ne la suivant plus et lui demande ce qui se passe. Gwen, préférant éviter un conflit, décide de partir et là, son histoire commence. Seulement bien après celle de Miles. Et on a un schéma ici qui va se répéter durant le film. Lors de la scène où son père doit l'arrêter, car il découvre qu'elle est Spider-Man, elle n'essaie même pas de combattre ou d'y faire face. Pourtant on voit bien qu'ils sont en opposition rien qu'avec la symétrie de la scène ou la colorimétrie qui les oppose. Elle préfère rejoindre un autre groupe et part. Quand elle va voir Miles, elle se rend compte qu'elle l'aime bien mais qu'elle n'est pas prête à une relation due à son manque de confiance en soi. Et encore une fois, elle part. Mais elle évoluera tout au fil du film, et ce, non pas grâce aux mentors qui ont tous une figure paternelle ici, d'ailleurs certains plus que d'autres, au point où ils veulent contrôler toutes les réalités du Spider-Verse. Non, ce n'est pas grâce à eux que Gwen va évoluer, mais grâce à Miles Morales. Lui seul dans ce film est conscient des choix qu'il fait, il est sûr de lui, il sait ce qu'il doit faire, il n'est pas dans l'attente d'un ordre ou d'une mission imposée. Imposée comme l'avenir que ses parents lui ont tracé, ou comme Miguel qui lui impose ce qu'il doit faire, et même globalement tous les adultes de ce film qui lui imposent leur vision.
Miles est le seul à savoir ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Et on voit que Gwen accepte ce rôle, que Miles refuse. Peut-être parce qu'elle a perdu sa figure paternelle et qu'elle essaie de la remplacer. Et c'est normal, elle n'est qu'une ado, qui sait que dans chaque univers, un schéma se répète, avec la mort d'Oncle Ben, ou pire, la mort de chaque Gwen Stacy. Le fait qu'elle soit Spider-Gwen change la donne, mais elle ne le sait pas, et vit avec ce lourd fardeau de penser qu'elle va sûrement bientôt mourir. Alors quand elle est avec Miles, elle oublie tout ça. Elle se sent bien, car Miles ne croit pas que son destin est écrit, et que c'est à nous d'écrire notre propre histoire. Miles a compris qu'il ne faut pas abandonner avant d'avoir essayé. Et c'est ce que fait Gwen dans les premières minutes du film en abandonnant son groupe de musique, en abandonnant son père et même en abandonnant Miles. Mais elle va apprendre à écouter son instinct. Comme fait Morales, elle va quitter le groupe de Miguel pour créer le sien à la fin du film. On y voit l'évolution de la petite Gwen, incertaine et perdue, à une leaduse d'un groupe. Miles a lancé un mouvement que Miguel avait instauré en contrôlant, voire privant les Spiders de leur liberté. En comprenant que chaque ligne directrice devait avoir lieu et que lui n'avait pas le droit au bonheur. Il pense que ça doit être pareil pour chaque Spider. C'est le destin des Spider-Man. Oncle Ben doit mourir. Leur père, en étant promu capitaine de police, doivent mourir. Mais le fait que Gwen ait réussi à changer sa ligne directrice pour que son père, capitaine de police, ne meure pas, prouve le contraire. Et Miles ne veut pas que son père, fraîchement promu capitaine de police, meure. C'est pour ça qu'il se bat avec autant de conviction, quitte à se mettre tout le Spider-Verse à dos, bien qu'au final ils réussissent malgré tout à montrer la voie, et que certains commencent à douter de Miguel. Le message de ce film est très fort, on croit d'abord s'identifier à Miles durant tout le film. Mais le spectateur ici s'identifie surtout à Gwen, un jeune adulte avec un manque de confiance en soi, à qui les adultes ou institutions imposent leur vision sur comment on devrait se comporter. Chacun peut être qui il veut, alors n'abandonnez pas. Croyez en vous et écrivez votre propre histoire.